Et voici la vidéo règle de Cyclades, un jeu de développement pour 2 à 5 joueurs. À partir de 12 ans, c'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc aux éditions Matagot. Au niveau matériel, tout d'abord, un grand plateau de jeu en 2 parties séparées comme ceci et qui sont recto-verso. Effectivement, en fonction du nombre de joueurs, il vous faudra faire apparaître en bas les chiffres correspondant au nombre de joueurs. Donc si on joue à 2, on a fait apparaître le 2 sur les 2 parties du plateau, ça vous fait donc un petit archipel comme ceci. Si vous jouez à 3, c'est pareil, on va utiliser le même archipel. Si on joue à 4, ici il y a bien le 4, mais là il n'y a pas de 4 sur ce plateau, on va donc le retourner. Pour jouer à 4 joueurs, ce sera donc cet archipel-là. Et si on joue à 5 joueurs, il y a un 5 ici, pas de 5 là. Hop, on mettra donc les deux 5 pour faire apparaître le grand archipel pour jouer à 5. Vous allez ensuite trouver un autre morceau de plateau avec de jolis dieux dessinés au verso, mais nous allons utiliser le recto et ça va être disposé à côté des 2 parties de plateaux centraux. Puis on va trouver 5 paravents à la couleur des joueurs, donc chacun choisira le paravent de son choix et le disposera devant lui. Alors ils sont superbement illustrés par Miguel Coimbra, donc on va les plier comme ceci et les placer devant soi. On va ensuite trouver 5 ensembles de personnages à la couleur des joueurs. Alors il y a des petits soldats comme ceci, ainsi que des petits bateaux, on en a 8 par personne. Et 3 jetons spéciaux en carton, ainsi que 2 pions offrandes en forme de colonne, comme ceci. Il est à noter que l'éditeur a poussé le souci du détail jusqu'à faire des personnages et des bateaux différents pour chacune des couleurs, très très chouette. Chacun va pouvoir placer ses pions devant son paravent. Il y a ensuite un ensemble de jolies pièces en or comme ceci. Chacun va d'ailleurs en recevoir 5 en début de partie, qu'il pourra placer derrière son paravent. Effectivement, au fur et à mesure du jeu, l'argent restera caché. Il y a ensuite 5 figurines représentant des créatures mythologiques. Nous avons Polyphème le Cyclope, avec une superbe figurine et le jeton associé. Nous avons ensuite Chiron le Centaure, la Méduse, une belle bête. Nous avons le Kraken, bien entendu, qui est en train de boulotter un bateau, je ne sais pas si on voit très bien. Et enfin, nous avons évidemment le fameux Minotaure. Alors, toutes ces figurines sont placées à côté du plateau de jeu à disposition des joueurs. Ensuite, nous avons des tuiles comme ceci, avec des tuiles métropole, les plus grosses, puis des petites tuiles en différentes couleurs. Nous avons tout d'abord des ports, des universités, des temples et des forteresses. Il y a aussi 2 dés spéciaux qui font des chiffres allant de 0 à 3, ainsi que des marqueurs prospérité comme ceci, en forme de corne d'abondance. Tout ceci est laissé à côté du plateau de jeu. Après, nous avons 3 paquets de cartes spécifiques. Nous avons les prêtres, alors ce sont des cartes recto-verso, ainsi que les philosophes qui sont aussi recto-verso, et enfin les créatures mythologiques, qui elles par contre ont un recto et un verso. On va donc bien mélanger les créatures mythologiques et les disposer sur le plateau, sur cet emplacement spécifique du plateau. Ensuite, nous allons placer les prêtres et les philosophes aux endroits aussi spécifiques sur le plateau de jeu, comme ceci. Enfin, nous avons 4 tuiles dieux, comme ceci, qui seront mélangées un petit peu au hasard et qui seront réparties sur les 4 emplacements spécifiques du plateau de jeu, c'est-à-dire sur ces 4 emplacements-là. Vous trouverez aussi dans le jeu une petite aide de jeu, comme ceci, qui sera nécessaire pour savoir ce que font les monstres mythologiques, donc vous le laisserez non loin du plateau de jeu. Et enfin, dans la règle, vous allez prendre les 2 dernières pages qui indiquent les dispositions, en fonction du nombre de joueurs, des troupes de départ. Effectivement, sur ces schémas sont représentés des personnages lorsqu'ils sont sur une île. Donc s'il y a un personnage comme ça voudra dire qu'il faudra placer un personnage jaune sur l'île correspondante. Et lorsqu'il y a un bateau, il faudra le placer sur la case correspondante du plateau de jeu. Alors, évidemment, si vous n'avez pas choisi les couleurs qui sont représentées, là par exemple, à 3 joueurs, il y a du jaune, du bleu et du noir, eh bien c'est pas grave, hein, vous remplacerez la couleur manquante par la couleur que vous avez choisie. Voilà ce que donne par exemple l'installation pour 5 joueurs. Donc sur chaque île, il y aura un personnage, enfin quel que soit le nombre de joueurs, en fait, il y aura toujours 2 personnages de placés par couleur, ainsi que 2 bateaux. Alors, chaque île est un ensemble, enfin représente une seule case, donc on peut disposer ses figurines sur une île n'importe où, alors que par contre les cases de mer sont spécifiques aux petits cercles qui sont dessinés sur le plateau de jeu.
Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes dans l'Antiquité grecque, vous l'aurez compris, et nous allons représenter une des 5 grandes cités grecques, c'est-à-dire Sparte, Athènes, Corinthe, Thèbes ou Argos, qui vont tenter de se développer sur l'archipel des Cyclades. Effectivement, on va tenter de s'implanter sur ces différentes îles et d'y établir notre suprématie en y construisant des bâtiments et des cités, surtout, qui nous rapporteront la victoire si on arrive à en construire 2. Ou à bien aller voler aux autres joueurs, bien entendu. Grâce aux dieux auxquels nous allons donner des offrandes, eh bien, nous allons petit à petit établir cette suprématie. Alors le jeu va se dérouler en différents tours, et au cours de ces tours, il y aura 5 phases à réaliser. La mise à jour de la piste des créatures mythologiques, la mise à jour de la piste des dieux, les revenus, les offrandes, et enfin les actions dépendant des offrandes que l'on a fait aux dieux. Il y a un petit résumé en fait de ces 5 phases sur le paravent de chaque joueur. Alors, avant de commencer le premier tour de jeu, chacun va donner une de ces petites colonnes, les marqueurs d'offrande, on va les mélanger et faire un tirage aléatoire pour les disposer sur cet emplacement-là, du premier au dernier. Ça sera l'ordre du tour pour le premier tour de jeu. On commence donc par la phase 1, qui est la mise à jour de la piste des créatures mythologiques, ça se situe ici. Alors, lors du premier tour, c'est assez simple, on va tirer la carte du dessus du paquet des créatures mythologiques, on va la placer sur cet emplacement-là, c'est celui où il y a 4 pièces de dessinées en dessous. Au tour d'après, si cette créature n'a pas été achetée, elle sera décalée d'une case, et on placera une nouvelle créature mythologique sur cet emplacement-là. Au tour d'après, on décalera à nouveau ces créatures, et on rajoutera une créature en 4e position. Et ensuite, pour chaque tour suivant, si la créature qui se trouve en position 2 n'a pas été achetée lors du tour, elle sera défaussée, toutes les autres seront décalées vers la droite et une nouvelle créature arrivera sur la case en position 4 pièces. Si plusieurs créatures ont été achetées, une ou plusieurs créatures ont été achetées lors d'un tour, lorsqu'on passera à cette phase de remplissage des créatures mythologiques, on décalera toutes les cartes vers la droite, et ensuite, on complétera les cases de façon à ce qu'il y ait toujours en début de manche, en fait, les 3 emplacements qui sont remplis par des créatures. Mais pour l'instant, en début de partie, nous tirons juste la première qui est placée sur la première case. Si au cours de cette manche, elle est achetée, eh bien, on mettra 2 créatures, une sur la 3, une sur la 4, et c'est seulement au tour d'après qu'on jouera normalement en décalant toujours les créatures vers la droite et en remplissant l'ensemble des emplacements vides. Alors bien sûr, c'est lors de cette phase, lorsque de nouvelles créatures apparaissent, qu'il est intéressant de prendre le petit livret récapitulatif et de lire à tout le monde quelles sont les capacités spéciales de cette créature, car elle sera disponible à l'achat pour les joueurs lors du tour. On peut ensuite passer à la phase 2, qui est la mise à jour de la piste des dieux. Alors nous avons vu que nous avons placé en début de partie les plaquettes au hasard sur ces 4 emplacements. Si vous jouez à 5 joueurs, on laissera toutes ces plaquettes visibles. Si vous jouez à 4 joueurs, on va cacher la dernière plaquette de dieu disposée sur cet emplacement. Si on joue à 3 joueurs, on va cacher aussi la deuxième à partir du bas plaquette de dieu. Et si jamais vous jouez à 2 joueurs, on laissera en fait 3 plaquettes comme dans une partie à 4 joueurs. En fait, il y a la tuile Apollon qui est déjà dessinée sur le plateau de jeu. Il y aura donc autant de dieux disponibles qu'il y a de joueurs autour de la table, sauf dans les parties à 2 joueurs puisque c'est un petit peu spécifique. Alors pour les tours suivants, lorsque vous arriverez à cette phase, eh bien si vous jouez à 5 joueurs, c'est très simple, vous allez récupérer les 4 plaquettes, les remélanger face cachée, et ensuite les redisposer au hasard sur les 4 emplacements. Si vous jouez à 4 joueurs, il y a donc un dieu qui a été caché ici en bas, en début de partie. Au tour suivant, vous allez prendre ce dieu qui a été caché et vous allez le disposer face visible en première position, et c'est seulement les 3 autres qui vont être mélangés face cachée avant d'être replacés sur ces 3 emplacements, et le dernier sera replacé face cachée. Si vous jouez à 3 joueurs, eh bien ce sera les 2 premiers dieux qui sont visibles et les 2 autres cachés. Au tour d'après, vous allez donc placer en fait ces 2 dieux qui étaient cachés face visible à la place des 2 dieux qui étaient au tour précédent. Ceux-là vont être placés face cachée ici.
Au tour d'après, on ne va pas refaire la même chose, par contre, on reprendra l'ensemble des 4 dieux, on les remélangera bien tous ensemble avant de les redisposer au hasard, et donc il y aura encore 2 dieux face visible, 2 dieux face cachée, au tour d'après c'est ceux-là qui remplaceront ceux-ci, et au tour d'après on remélange à nouveau les 4, et ainsi de suite. Pour les parties à 2 joueurs, c'est le même principe que pour les parties à 4, avec un dieu caché qui revient en première position, les 3 autres qui sont mélangés. Lors d'un tour, une fois que ces 2 phases sont effectuées, on passe à la 3e phase, qui est celle où on va recevoir ces revenus en fonction des marqueurs qui sont sur le plateau de jeu. Alors c'est très simple, sur le plateau de jeu, il y a des marqueurs justement de prospérité qui sont dessinés sur certaines îles et sur certaines cases de mer, sur des flèches comme ceci. Ceux-là vont représenter le commerce maritime avec les pays étrangers. Eh bien les joueurs vont tout simplement recevoir autant de pièces d'or de la banque que de marqueurs prospérité contrôlés par leur personnage. Donc là par exemple, ce joueur jaune et sur une île où se trouvent 2 marqueurs prospérité, il va donc recevoir 2 pièces d'or lors de la phase de revenus. Si à un tour suivant, par exemple, il se trouve comme ceci, avec un personnage ici et un bateau sur un marqueur de prospérité d'échanges commerciaux, il va recevoir 3 pièces de la banque. Alors, en début de partie, les dispositions initiales sont prévues de façon à ce que chaque joueur reçoive 2 pièces de la banque. Effectivement, chacun va contrôler 2 marqueurs de prospérité. Donc là, par exemple, pour le noir, il en a un sur cette île-là et un sur cet emplacement de mer, alors que le joueur jaune, par exemple, a 2 sur cette île-là, et sur l'autre île, il n'y a pas de marqueur de prospérité. Donc tout le monde va recevoir 2 pièces lors du premier tour, mais après, ça va changer en fonction des îles et des marqueurs de commerce qu'on va contrôler. Nous avons vu qu'en début de partie, chacun a déjà reçu 5 pièces avant même de débuter. Lors de la phase, il va donc recevoir 2 pièces supplémentaires au premier tour, qu'il va pouvoir ajouter à son total de pièces d'or, cachées toujours derrière son paravent. Une fois que chaque joueur a reçu ses revenus, on passe à la phase 4, qui est la phase d'offrande aux dieux. Alors, dans l'ordre du tour, c'est-à-dire celui des petites colonnes disposées sur l'emplacement de tour de jeu, chacun va pouvoir faire une offrande à un dieu en particulier afin d'obtenir ses faveurs. Ensuite, il y aura la phase d'action, pendant laquelle les joueurs pourront bénéficier des pouvoirs donnés par les dieux. Comme il y a toujours autant de dieux disponibles grâce à Apollon, que le nombre de joueurs présents, eh bien tout le monde sera forcément devant un dieu à la fin de cette phase. On commence donc cette phase par le premier joueur, c'est-à-dire dans cet exemple-là le joueur noir, qui va récupérer son marqueur d'offrande et qui va pouvoir le placer devant un dieu sur les chiffres correspondant au-dessus du dieu qu'il veut récupérer. Et le chiffre qui est marqué va correspondre au nombre de pièces d'or qu'il devra donner en offrande pour pouvoir récupérer ce dieu. Alors c'est un principe d'enchère sur lesquels les autres joueurs pourront proposer plus que nous pour récupérer le dieu à notre place. Alors on peut se disposer sur n'importe quel endroit spécifique, ou on peut décider de faire une offrande à Apollon en se plaçant sur la première case. Apollon est le seul joueur, et le seul dieu, sur lequel on n'est pas obligé de faire une enchère, c'est-à-dire que tous les joueurs pourront se placer, s'ils le souhaitent, sur Apollon, en plaçant leur marqueur suivant sur les chiffres suivants. Donc le premier se placera en position 1, si un autre joueur veut jouer Apollon, il se placera en 2, et ainsi de suite, tout le monde en bénéficiera. Par contre, pour les autres, si par exemple notre premier joueur, le joueur noir, décide de se placer sur Arès et de payer 5 pour pouvoir bénéficier de son pouvoir, on passera au second joueur, le joueur rouge, qui pourra soit faire une enchère sur n'importe quel dieu avec la mise qu'il souhaite, ou bien surmonter le joueur qui est déjà placé avant lui. Donc par exemple, il pourrait décider de dire « Allez, moi je paye 7 pour avoir Arès à la place du joueur noir ». À ce moment-là, immédiatement, le joueur noir va devoir se replacer sur un autre dieu. Attention, il ne peut pas revenir sur le même dieu et proposer une enchère plus importante, il est obligé de se placer à un autre endroit, sur un autre dieu. Donc par exemple, il pourrait décider de se placer ici sur Zeus. À ce moment-là, c'est au troisième joueur, le joueur jaune, qui pourrait donc soit se placer à un autre endroit, imaginons qu'il décide de se mettre là, justement. Le joueur bleu, qui lui aussi peut faire une enchère et dire « Ah ben moi j'ai vraiment envie d'avoir Arès, je décide de payer 8 ». À ce moment-là, comme il dépasse un joueur, ce joueur, avant même que le vert ne puisse jouer, doit se replacer ailleurs. Il peut décider par exemple de se mettre
ici sur 5. Le joueur noir s'est donc fait dépasser, il rejoue lui aussi immédiatement. Il peut décider par exemple de dire allez moi je paye 6 pour Athéna. Le joueur jaune pourrait par exemple décider de dire pardon, ici c'est sur Poséidon. Il pourrait par exemple se dire allez moi je mets 4 pour Athéna. Le joueur vert par exemple pourrait dire allez je fais ça, lui fait ça, lui fait ça, et lui dit bon bah moi j'en ai marre de payer, tant pis je me mets sur Apollon ici. Une fois donc que tous les joueurs sont placés sur un dieu différent, l'enchère prend fin immédiatement. Alors attention, il est cependant interdit de faire une enchère qu'on ne peut pas payer, donc il sera interdit de se placer sur un emplacement qui dépasse le nombre de pièces d'or qu'on a derrière son paravent. Donc là j'ai un petit peu fait n'importe quoi, hein. Sur une première manche, comme tout le monde n'a que 7 pièces d'or derrière son paravent, personne ne pourra dépasser 7 en case. Donc si quelqu'un se place sur 7, il est sûr d'avoir ce dieu. Le problème c'est qu'il y aura d'autres choses à payer derrière et qu'il risque d'avoir des problèmes à faire des enchères aussi hautes. Donc en général sur les premières manches, les offrandes sont nettement moins importantes, par exemple comme ceci. Alors une fois que chacun a placé son marqueur devant un dieu disponible, je vous rappelle bien sûr que si le dieu n'est pas disponible, il est face cachée parce qu'on joue à moins de 5 joueurs, il sera impossible de miser dessus, on ne peut miser que sur un dieu dispo. Donc une fois que c'est fait pour tous les joueurs, eh bien tout le monde va immédiatement régler à la banque ce qu'il doit en fonction de l'offrande qu'il a faite. Seul le joueur qui a joué Apollon n'a pas d'offrande à payer, et lui, par contre, va recevoir une pièce d'or de la banque. C'est ce qui est dessiné à cet endroit-là. Si jamais ce joueur, plus tard dans la partie, n'a plus qu'une seule île qu'il contrôle, au lieu de recevoir une pièce, il recevra 4 pièces de la banque. On peut alors passer à la phase 5 qui est la phase d'action. Alors là c'est très simple, en fonction de l'ordre des dieux par rapport à ce placement-là, eh bien on va commencer par le premier. Le joueur qui a fait l'enchère dessus va pouvoir réaliser ses actions du tour et les actions spécifiques à ce dieu. Une fois qu'il aura terminé, on passera au deuxième dieu et le joueur qui a fait l'enchère dessus, et ainsi de suite jusqu'à Apollon, qui est forcément le dernier dieu à agir. Lors de cette phase d'action, les joueurs vont pouvoir réaliser les actions spécifiques offertes par ce dieu en particulier, par celui qu'ils ont choisi, et ils vont aussi pouvoir, s'ils le souhaitent, acheter des créatures mythologiques qui sont disponibles sous forme de cartes ici, en payant le coût qui est marqué sous cette carte de créature mythologique, et en réalisant immédiatement l'action spécifique de cette créature. Alors, les différentes actions que l'on peut faire avec les dieux et pour l'achat des créatures mythologiques sont réalisables dans l'ordre de son choix. On peut très bien faire une partie de ce que le dieu nous permet de faire, ensuite acheter une créature mythologique et la réaliser, avant de finir par une autre action que le dieu nous permet. On fait ces phases dans l'ordre que l'on veut. Une fois qu'on a terminé sa phase d'action, on va prendre son pion d'offrande et on va le replacer sur l'emplacement du tour de jeu. Le premier joueur se placera en première position, le deuxième en deuxième, et ainsi de suite. Donc les offrandes qui auront été faites sur les dieux vont aussi déterminer l'ordre du prochain tour de jeu pour les offrandes. Donc c'est important aussi. Plus vous allez vous placer sur un dieu qui est haut sur cet emplacement-là, et plus vous êtes sûr d'être le premier joueur au tour d'après. Alors voyons un peu ce que vont nous permettre de faire les dieux. Si j'ai choisi de faire mon offrande à Poséidon, il va me permettre déjà de recevoir un bateau gratuitement que je pourrais placer à côté d'une de mes îles. Si le joueur vert par exemple recevait justement un bateau, il pourrait le placer sur n'importe quelle case vide qui se trouve à côté d'une de ces îles, ou bien sur une case où se trouve déjà un de ces bateaux. Par contre, il lui serait interdit de disposer un bateau sur une case où se trouve déjà un bateau adverse. Comme précisé sur la plaquette, le joueur peut recevoir un bateau supplémentaire s'il décide de payer une pièce, un autre bateau supplémentaire s'il décide de payer 2 pièces, et encore un autre bateau supplémentaire s'il décide de payer 3 pièces. Mais attention, c'est cumulatif, c'est-à-dire que si je veux 2 bateaux, un gratuit et un autre, je vais payer une pièce. Si je veux 3 bateaux, 1, 2, 3, je vais devoir payer 3 pièces au total. Et si je veux les 4 bateaux, c'est le maximum que je peux recevoir lors d'un tour d'offrande à Poséidon, je vais devoir payer au total 6 pièces.
Alors, il n'y a pas de limite au nombre de bateaux qu'on peut mettre sur une case, donc je peux très bien poser tous les bateaux que j'ai reçus sur une même case lors d'un même tour, et même sur une case où il y avait déjà des bateaux à moi avant. Deuxième action que Poséidon me permet, celle de déplacer des flottes. À ce moment-là, ça va me coûter une pièce pour chaque flotte que je déplacerai, c'est-à-dire un ensemble de pions se trouvant sur une même case. Avec cette pièce d'or payée à la banque, j'ai droit à 3 déplacements d'une flotte. Donc par exemple, je peux prendre tout ce qui se trouve sur une case, le déplacer d'une case, le redéplacer d'une deuxième case si je le souhaite en laissant une flotte sur place ou en récupérant la totalité de ce qui se trouve sur le parcours. Deuxième case et troisième case, par exemple, je pourrais décider d'amener seulement 2 flottes ou bien d'amener la totalité de la flotte. Donc sur le parcours de 3 cases, je peux prendre et lâcher autant de bateaux que je le souhaite. Alors attention, si par contre au cours de mon déplacement, par exemple 1, 2, je pénètre dans une case où se trouve une flotte ennemie, eh bien le déplacement s'arrête immédiatement. Je ne pourrai donc pas effectuer le troisième déplacement après le combat qui va avoir lieu, car effectivement, dès qu'on rentre dans une case adverse, immédiatement il y a combat. Alors les combats sont assez simples, je vais tout simplement lancer un dé en tant qu'attaquant, le défenseur va aussi lancer un autre dé spécial, alors je vous rappelle que les dés font des chiffres entre 0 et 3, auxquels vont s'ajouter un point par unité qui vont combattre. Donc là, par exemple, moi, j'ai donc 3 bateaux auxquels je vais ajouter 2 points. Imaginons que j'ai lancé ça sur le dé. Le défenseur va lancer le dé, il fait 3 plus 2, ça fait 5 aussi. Il y a donc égalité entre les deux joueurs. En cas d'égalité, les deux vont perdre une flotte. Si jamais par contre un joueur est plus fort que l'autre, si j'avais fait 6 au total, eh bien mon adversaire aurait perdu une flotte. Une fois que cette première perte a été effectuée, les joueurs vont pouvoir décider de se replier. C'est d'abord le défenseur qui pourra décider de s'enfuir et d'avancer d'une case pour sortir du conflit. Bien sûr, il faut qu'il puisse arriver sur une case libre ou sur une case où il a ses propres flottes. Par contre, il ne peut pas rentrer sur un endroit où il y aurait une autre flotte, par exemple, pour déclencher un autre combat. S'il ne peut pas fuir, malheureusement, il perd toutes ses troupes. Donc, soit c'est le défenseur, si le défenseur décide de rester, c'est l'attaquant qui peut décider de se replier sur la case d'où il provient, ou bien, si aucun des deux joueurs ne veut fuir, eh bien on continue le combat en à nouveau lançant un dé, donc là par exemple 3 et 3, 6, lui il fait 1, pouf, j'ai réussi à détruire mon adversaire. Le combat se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne, ou bien que l'un des deux se soit replié. Enfin, dernière chose que nous permet l'offrande à Poséidon, celle de construire un port quelque part sur une île que l'on contrôle pour 2 pièces d'or. On peut construire autant de ports que l'on souhaite lors d'un tour. Donc si j'ai suffisamment de place sur différentes îles, je peux payer autant de fois de pièces que je veux pour construire plusieurs ports. Alors, lors d'une construction de petits bâtiments, je vais devoir le mettre à un emplacement cerclé de blanc sur une de mes îles. Donc par exemple, là, là ou là. Et à quoi vont servir les ports? Eh bien justement, ils vont donner un bonus pour les combats navaux qui se déroulent à côté de l'île en question. Donc si par exemple j'ai un port ici, eh bien il va agir sur toutes les cases à proximité. Et lorsqu'il y aura un combat naval sur une de ces cases, j'aurai un bonus de plus 1 pour attaquer mon adversaire. Donc ici par exemple je lance et que je fais 3. 3 et 3, 6 parce que j'ai 3 bateaux sur l'île, plus 1 grâce au port, ça me fera un total de 7. Évidemment, si on a plusieurs ports de construits, eh bien on aura un bonus de plus 1 par port construit qui agit sur l'emplacement. Donc là, par exemple, plus 2. De la même façon, si je contrôle une autre île sur laquelle il y a un autre port en face, là, ça va agir dans les 2 zones de port, j'aurai donc plus 2 aussi, et évidemment, si c'est mon adversaire qui contrôle ce port, il aura aussi plus 1. Je vous le rappelle, on peut réaliser les actions spécifiques d'un dieu dans n'importe quel ordre. Je peux donc parfaitement recevoir tout d'abord mon bateau, par exemple, et le rajouter sur cette case, ensuite payer 2 par exemple pour construire un port supplémentaire sur l'île, et enfin payer 1 pour le déplacement de mes troupes et attaquer. Je bénéficierai donc des pouvoirs des ports, même s'ils ont été construits dans le tour. Passons maintenant au pouvoir spécifique d'Arès, le dieu de la guerre, qui va agir un petit peu de la même façon que Poséidon pour les bateaux, mais Arès va fonctionner pour les troupes. Je vais donc recevoir une troupe gratuite, plus une troupe supplémentaire en payant 2,
une deuxième troupe en payant 3, une troisième troupe en payant 4, toujours en faisant le total et en ne pouvant récupérer que 4 figurines maximum lors du même tour. Ensuite, pour une pièce, je pourrais déplacer des personnages d'une île à une autre en passant par des bateaux. Effectivement, nous l'avons vu, chaque île constitue une seule case. Il n'y a donc pas de déplacement à faire sur une seule île. Par contre, on peut se déplacer d'une île à une autre en passant par des bateaux à sa couleur. Donc par exemple, je pourrais déplacer ce personnage-là pour l'emmener sur cette autre île. Comme elle est inoccupée, eh bien immédiatement, je vais la contrôler. Lors de la phase prochaine de revenu, là par exemple, je recevrai une pièce d'or supplémentaire, d'où l'intérêt d'aller conquérir d'autres îles. Je peux déplacer autant de troupes que je le souhaite, donc si lors du tour par exemple j'ai reçu plusieurs personnages, parce que je les ai achetés, je peux très bien déplacer tout un ensemble de troupes d'une île à une autre pour une pièce d'or, et je peux payer plusieurs pièces d'or pour faire plusieurs déplacements de ce type sur le jeu. Les personnages peuvent aussi utiliser plusieurs bateaux pour se rendre sur une autre île. Donc là, par exemple, je pourrais déplacer ces trois-là pour les emmener jusque sur cette île-là, ou bien en déplacer que 2. Je déplace autant de personnages que je le souhaite en une seule fois pour une pièce d'or. Évidemment, si je déplace des personnages pour les emmener sur une île où se trouvent des personnages, un ou plusieurs personnages adverses, et bien immédiatement, il y aura un combat de la même façon que pour les combats navaux, en lançant un dé auquel on ajoute le nombre de figurines présentes sur la case. Mais attention, il existe aussi des forteresses. Nous l'avons vu tout à l'heure, ce sont ces bâtiments orange qui, lorsqu'ils sont sur une île sur laquelle il y a un combat, le contrôleur de la forteresse va avoir un bonus de +1, comme les ports le font sur les bateaux. Alors, comme pour le combat maritime, si jamais, après le premier round de combat, le défenseur possède encore des personnages, il peut décider de les faire s'enfuir sur une île qu'il contrôle ou qui est vide, par l'intermédiaire de ces bateaux. Si jamais il n'y a pas de liaison comme ceci, eh bien il ne peut pas effectuer de retraite. Ensuite, le défenseur peut décider lui aussi d'effectuer sa retraite pour revenir sur l'île d'où il provient. Et sinon, si les joueurs restent ici, eh bien on continue le combat. Alors dans mon exemple, j'ai fait quitter en fait une île que je possédais par mes personnages. Alors je peux tout à fait le faire, et à ce moment-là, je vais mettre un des 3 marqueurs dont je dispose, les petits marqueurs plats, pour pouvoir dire cette île m'appartient encore. Si jamais par contre un autre joueur débarque dessus avec un de ses personnages, eh bien immédiatement il en prendra le contrôle, et bien sûr tous les bâtiments qui se trouvent dessus lui appartiendront. C'est la même chose lorsque je réalise un combat, lorsque je vais éliminer le dernier personnage qui se trouve sur l'île, j'en prends immédiatement le contrôle, et tous les bâtiments qui se trouvent sur cette île eh bien, sont à moi. Évidemment, pour les forteresses, c'est aussi Arès qui me permet de les construire en payant 2, et comme pour les ports et Poséidon, je peux en construire plusieurs lors du même tour. Passons ensuite aux actions que nous permet de réaliser Zeus. Alors Zeus va nous offrir déjà un prêtre gratuit lorsqu'on va lui faire une offrande. Les prêtres, ce sont ces cartes spécifiques qu'on a disposées à côté sur le plateau de jeu en début de partie. On va donc prendre cette carte et la disposer devant son paravent à la vue de tous les autres joueurs. Si je le souhaite, je peux payer 4 pièces pour recevoir un prêtre supplémentaire et donc avoir 2 prêtres lors de ce tour, mais je ne peux pas en recevoir plus que 2. Alors, à quoi vont servir ces cartes prêtres qui sont disposées devant les joueurs qui les auront reçues grâce à Zeus? Eh bien, elles vont pouvoir faire une réduction de -1 lors des offrandes. C'est-à-dire que, en fonction de l'offrande que j'ai effectuée sur un dieu, je vais payer -1 par carte prêtre que j'ai récupérée. Donc si par exemple, j'en ai récupéré 2 et que je fais une offrande à 3, eh bien je ne paierai que 1 lors de la phase de paiement des offrandes. Donc ce sont vraiment des cartes très sympathiques et on peut en accumuler comme ça plusieurs devant soi pour avoir des réductions de plus en plus importantes sur la phase d'offrande qui se déroule à chaque tour. Attention cependant, sur la phase d'offrande, je serai toujours quand même obligé de payer au minimum 1 pour pouvoir faire une offrande sur un dieu, même si j'ai plus de réduction que le total que j'ai annoncé. Autre action spécifique à Zeus, celle de pouvoir échanger une carte de créature mythologique contre une autre en payant 1 à la banque. C'est très simple, si je décide d'utiliser ce pouvoir lié à Zeus, je paye 1 à la banque, je vais pouvoir défausser une carte de créature mythologique qui est présente, par contre je ne peux pas dire je défausse une qui a déjà été achetée, donc je peux la défausser pour immédiatement en tirer une nouvelle et la mettre à la place.
Comme je vous le rappelle, lors du tour d'un joueur, lorsqu'il fait appel au pouvoir d'un dieu, il peut aussi acheter des créatures mythologiques, eh bien ça va me permettre peut-être d'aller chercher une créature en particulier dans le truc, puisque je peux le faire plusieurs fois, donc je peux repayer encore un si celle-ci ne me convient pas pour encore la remplacer par une autre, et puis lorsqu'elle me plaira, je pourrai payer 2 pour l'acquérir et faire immédiatement son pouvoir. Ou bien elle permet aussi donc de payer 1 pour pouvoir défausser une créature qu'on trouve vraiment trop puissante et qu'on a peur que les autres joueurs utilisent pour nous faire du mal. Enfin, on peut aussi construire des bâtiments, ce sont les temples liés à Zeus qui nous coûtent aussi 2 par temple que l'on décide de construire. Mais allez-vous me dire à quoi servent les temples? Eh bien les temples vont donner une réduction de 1 pour l'acquisition des cartes de créatures mythologiques. Nous avons vu qu'il faut payer le prix qui est marqué en dessous pour pouvoir bénéficier de la carte et de son effet. Eh bien, par temple, j'aurai une réduction de -1 en pièces à payer à la banque pour la récupérer. Alors attention, de la même façon que les prêtres fonctionnent sur les dieux, eh bien je serai quand même obligé de payer au minimum 1 à la banque pour pouvoir acquérir une de ces cartes, même si j'ai plusieurs temples de construits. Autre dieu, Athéna, la déesse de la sagesse, va nous permettre de recevoir un petit peu sur le principe de Zeus des cartes, mais cette fois-ci des cartes philosophes. Je vais en recevoir une gratuitement, et si je le souhaite, je pourrai en recevoir une deuxième en payant la modique somme de 4. De la même façon que pour les prêtres, je prends ces cartes sur le plateau, je les place à côté de mon paravent, face visible de tous les autres joueurs. Alors, à quoi servent les philosophes? Eh bien, à pas grand-chose pour l'instant, tant que l'on n'en a pas 4. Effectivement, dès qu'on va recevoir le 4e philosophe, eh bien on va immédiatement recevoir une métropole que l'on va pouvoir construire sur une île que l'on contrôle de son choix. En échange, on défaussera les 4 philosophes qui nous ont été nécessaires pour recevoir cette tuile. Alors, lorsque je reçois une métropole, je vais devoir la disposer sur les emplacements marqués avec des pointillés rouges. Donc, elles occupent en général la place de 2 autres bâtiments sur pas mal d'îles. Il y en a certaines où elles n'occupent qu'un seul endroit. Donc, je devrais la disposer à cet endroit-là. Et je vous rappelle que ça fait partie des conditions de victoire. Pour l'emporter, il faudra avoir réussi à construire 2 métropoles. Alors attention, s'il y a un bâtiment ou plusieurs qui sont construits déjà et que je décide de placer mon emplacement de métropole dessus, bien malheureusement ça va détruire ce bâtiment que je devrais enlever du plateau de jeu. Alors une métropole est une énorme ville qui comporte les 4 types de bâtiments existants dans le jeu. Et donc, elle agira comme donnant un bonus pour les temples, un bonus portuaire et un bonus de forteresse. Donc c'est vraiment une tuile assez importante qui permettra en fait d'ajouter des bonus pour les combats ainsi que sur l'achat des nouvelles créatures mythologiques qui arrivent. Enfin, Athéna permet aussi de construire des universités pour 2 pièces, de la même façon que les autres dieux. Les universités, c'est ces petits bâtiments blancs que je vais pouvoir donc construire sur les emplacements spécifiques du plateau de jeu, c'est-à-dire sur les carrés blancs. Et à quoi vont servir ces universités? Eh bien, à rien, sauf à pouvoir construire des métropoles d'une autre façon qu'avec les philosophes. Nous avons vu qu'en recevant le 4e philosophe, je reçois immédiatement une métropole à placer où je le souhaite. Eh bien, en ayant réussi à construire un bâtiment de chaque type sur n'importe quelle île, j'ai le droit de défausser ces 4 bâtiments pour immédiatement recevoir une métropole à placer aussi sur une île que je contrôle. Alors, je viens de dire peu, mais en fait c'est doit. Dès que je construis le 4e bâtiment, je suis obligé de placer une métropole. Si malheureusement je ne possède qu'une seule île en jeu où il y a déjà une métropole, eh bien la 2e métropole écrase la première. Et donc ça ne sert à rien, je serai quand même obligé de défausser mes bâtiments ou bien de défausser mes philosophes, et malheureusement je ne reçois pas de 2e métropole. Enfin, le dernier dieu est Apollon. Apollon, je vous l'ai déjà dit, rapporte des pièces si on a choisi de s'y placer. Par contre, les joueurs qui s'y trouvent ne peuvent pas acheter de créatures mythologiques. Et il y a seulement un petit bonus sous la forme des petites cornes d'abondance individuelles qui sont à côté du plateau de jeu. Le premier joueur qui s'est placé sur Apollon lors d'un tour va avoir le droit de placer ce marqueur de prospérité sur l'île de son choix.
Attention, s'il y a plusieurs joueurs qui ont décidé de faire Apollon, seul le joueur qui se sera placé le premier sur Apollon va recevoir ce marqueur. Le joueur va alors placer ce marqueur de prospérité sur l'île de son choix, et à partir de maintenant, cette île va rapporter un revenu lors de la phase de revenu, ou bien plus de revenus s'il y a déjà des marqueurs de dessinés comme ceci. Et comme on peut placer plusieurs marqueurs au fur et à mesure du jeu, eh bien des îles peuvent produire de plus en plus de pièces d'or, de revenus, lors de la phase de revenu. Alors une fois que le dernier dieu a été joué, c'est-à-dire Apollon, et que le joueur s'est replacé en dernière position sur la piste de score, on va vérifier qu'il n'y ait pas une condition de victoire défectuée, c'est-à-dire qu'un joueur possède 2 métropoles sur le jeu, sur des îles qu'il contrôle. Si c'est le cas, il emporte la partie, sinon on est reparti pour un nouveau tour, on fait arriver de nouvelles créatures mythologiques, on rebouleverse l'arrivée des dieux, on reçoit ses revenus en fonction des marqueurs de prospérité dessinés sur le plateau de jeu. On fait ensuite les offrandes dans l'ordre du tour en commençant par le joueur sur le chiffre numéro 1 et puis jusqu'à ce que tout le monde se soit placé. Et enfin, on réalise les actions dans l'ordre des dieux disposés sur le plateau de jeu avant de passer à un tour suivant. Alors, petite précision sur les jetons offrandes, effectivement, tout le monde en a 2. Alors, à quoi sert le deuxième? Si jamais, en fait, vous voulez payer une enchère plus que 10, vous pouvez mettre un des marqueurs sur plus 10, et ensuite mettre l'autre marqueur sur le chiffre indiqué pour dire, ben, voilà, par exemple, 14. Pour finir, parlons un petit peu des créatures mythologiques, donc qui sont sous forme de cartes. Je vous le rappelle, à chaque fois que vous paierez pour pouvoir, lors de votre tour, lorsque c'est à un dieu de jouer, en fait, vous pourrez aussi acheter des créatures mythologiques et effectuer leurs actions, évidemment, si vous avez assez d'argent pour pouvoir le faire. Alors à chaque fois, il suffit de regarder le petit symbole et sinon de regarder dans l'aide de jeu à quoi correspondent chacune de ces créatures mythologiques. Je ne vais pas toutes vous les décrire, en fait, voilà, il y en a beaucoup en jeu, et une fois la première partie effectuée, vous saurez lesquels font quoi, mais sur une première partie, c'est toujours sympathique de les découvrir au fur et à mesure. En sachant que 5 d'entre elles, en fait, ont une figurine, car ces créatures-là, spécifiquement par rapport aux autres, vont être disposées sur le plateau de jeu. On va les placer, suivant la carte, soit sur une île, soit dans l'eau. Et ces créatures, sous forme de figurines, vont rester pendant un tour de jeu complet jusqu'à la prochaine phase de résolution d'action des dieux, jusqu'à ce que ça soit à nouveau à vous de jouer avec les dieux. Et à ce moment-là, vous pourrez la retirer du plateau de jeu. Elle n'aura plus d'effet. Donc ces 5 créatures ont un effet pendant un tour complet. Voilà pour Cyclades, un excellent jeu de développement et d'enchères, et bien sûr de traîtrise, puisqu'on essaiera aussi d'attaquer les autres joueurs pour leur voler leurs bâtiments et surtout leur métropole. Je vous rappelle que l'on peut parfaitement attaquer les îles des autres pour piquer carrément une métropole à un autre joueur et ainsi emporter la partie. Alors attention, les conditions de victoire ne sont valables qu'à la fin d'une manche, c'est-à-dire qu'on attendra le déroulement de tous les dieux en fait avant de vérifier si un joueur l'emporte en ayant 2 métropoles de construites sur le plateau de jeu, c'est-à-dire que si jamais par exemple au cours du jeu vous construisez une deuxième métropole, eh bien ce n'est pas immédiatement que vous gagnez, on attend la fin du tour et peut-être qu'un autre joueur pourra à ce moment-là vous voler une de vos métropoles et vous empêcher de gagner la partie. Peut-être même avec les capacités spéciales des créatures. Alors, il est à noter que lorsqu'on joue à 2 joueurs, on va fonctionner avec 2 jetons d'offrande par personne, et la position des dieux sera comme une position à 4 joueurs, c'est-à-dire qu'il y aura 4 dieux de disponibles, donc par tour, chaque joueur aura la possibilité de faire appel à 2 dieux. Voilà, c'est tout pour Cyclades, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.